L'aéroport international du Kansai n'a pas perdu un seul bagage enregistré depuis son ouverture en 1994. Il a, en revanche, perdu autre chose, 13 mètres et demi d'élévation. Depuis le début de la construction en 1987, l'aéroport s'est enfoncé de plus de 10 mètres dans la baie d'Osaka. La prévision la plus optimiste tablait sur plus de 5 mètres en 50 ans. Le Kansai a largement dépassé ce seuil, quelques années seulement après son ouverture. Mais alors, si le sol ne cesse de s'enfoncer, pourquoi le Japon continue-t-il à construire dessus ? Parce qu'il a déjà dépensé 20 milliards de dollars, et qu'il n'y a nulle part ailleurs où aller. À l'heure actuelle, 900 vérins hydrauliques maintiennent le terminal à niveau. Des ouvriers insèrent des cales en acier tous les 2 ans pour empêcher le sol de s'incliner. Les pistes ne sont pas en béton rigide, elles sont en asphalte flexible, conçues pour se courber à mesure que la terre se dérobe sous elles. Et en 2007, en toute connaissance de cause, le Japon a construit une deuxième île. Celle-ci s'enfonce 3 fois plus vite. Sur le papier, ce projet aurait dû être abandonné il y a des décennies. Dans la réalité, le Kansai vient d'achever une rénovation de 470 millions de dollars et accueille plus de 30 millions de passagers par an. Alors, que se passe-t-il lorsque le pays à l'ingénierie la plus précise au monde construit sa porte d'entrée la plus importante sur les pires fondations possibles ? Pour comprendre pourquoi Kansai s'enfonce, nous devons comprendre ce qu'est Kansai. L'aéroport existant d'Osaka, Itami, était submergé. Les plaintes liées au bruit émanant des quartiers environnants étaient virulentes. Toute expansion terrestre était impossible car Osaka, comme une grande partie de la région du Kansai au Japon, est enserrée entre des montagnes et une dense prolifération urbaine. Les urbanistes observèrent ce qui s'était passé à l'aéroport de Narita à Tokyo, où agriculteurs et militants avaient mené des protestations violentes pendant des années contre les expropriations foncières et conclurent que construire sur la terre ferme serait politiquement intenable. Alors ils se tournèrent vers la mer. À 5 km au large dans la baie d'Osaka, les ingénieurs proposèrent de créer une île entièrement artificielle. Le concept était audacieux. Déverser des millions de mètres cubes de terre dans la baie, créer une surface plane suffisamment grande pour accueillir une piste d'atterrissage de pleine longueur et un terminal, puis la relier au continent par un pont de 3,7 km. Aucune plainte pour le bruit, aucun conflit foncier. Des opérations 24 heures sur 24 dans un pays où la plupart des aéroports imposent des couvre-feux stricts. La construction débuta en 1987. Presque immédiatement, les problèmes débutèrent. Le fond marin sous la baie d'Osaka se compose d'environ 20 mètres d'argile alluviale molle reposant sur des centaines de mètres d'argile diluviale que les ingénieurs décrivaient comme se comportant telle une éponge mouillée. Sous le poids écrasant de 180 millions de mètres cubes de remblai, cette argile commença à expulser son eau et à se comprimer. Les ingénieurs avaient anticipé ce phénomène. Ils avaient installé plus d'1 million de drains de sable verticaux rien que sur l'île 1, essentiellement des conduits enfoncés profondément dans le fond marin pour accélérer le processus de drainage et hâter la compression afin qu'elle soit en grande partie achevée avant l'ouverture de l'aéroport. Les drains de sable fonctionnèrent sur la couche alluviale superficielle. Mais la couche diluviale, épaisse de centaines de mètres et bien plus profonde que les drains ne pouvaient atteindre, se comprimait selon son propre rythme. En 1999, 5 ans après l'ouverture, l'île s'était déjà enfoncée de plusieurs mètres. La prévision la plus optimiste avait été de plus de 5 mètres sur 50 ans. L'écart était énorme. L'aéroport admit par la suite que les ingénieurs ne pouvaient tout simplement pas croire qu'il y aurait une telle différence entre les estimations en laboratoire et le taux réel. Mais l'aéroport était déjà construit. Le budget était déjà dépensé. Et donc, le projet continua. Lorsque l'aéroport international du Kansai a ouvert ses portes le 4 septembre 1994, il était le premier aéroport au monde entièrement construit sur une île artificielle. Le terminal de Renzo Piano, une structure de 1,7 km de long, dotée d'une ligne de toiture fluide conçue pour évoquer une vague, fut immédiatement salué comme un chef-d'œuvre architectural. L'aéroport remporta des prix de design. Il fit la couverture de magazines. Il devint un symbole de l'ambition technologique du Japon. Ce que ces célébrations passèrent sous silence, c'était l'infrastructure extraordinaire nécessaire simplement pour maintenir le bâtiment à niveau. Car l'île ne s'enfonce pas de manière uniforme. Le centre, là où le poids du remblai est le plus important, se comprime plus vite que les bords. Ce tassement différentiel menace de déformer et, à terme,
de rompre la structure du terminal. Pour contrer ce phénomène, les ingénieurs installèrent ces 900 vérins hydrauliques sous les colonnes du terminal, chacun étant réglable pour compenser l'enfoncement inégal. Tous les 2 ans, les équipes de maintenance évaluent l'inclinaison et insèrent des cales en acier pour remettre le bâtiment à niveau. C'est, en réalité, un chantier de construction permanent sous un aéroport en activité. Les pistes, quant à elles, utilisent de l'asphalte flexible plutôt que du béton rigide standard. Les revêtements de pistes traditionnels se fissureraient sous l'effet du sol en mouvement. Le matériau flexible se plie et se déforme, s'adaptant au mouvement descendant constant sans compromettre la surface sur laquelle les avions atterrissent. Rien de tout cela ne figurait dans le plan initial. Ce sont des adaptations, des improvisations conçues pour gérer une réalité géologique qui a dépassé toutes les prévisions. Et elles ont fonctionné, du moins jusqu'à présent. Le grand tremblement de terre de Hanshin en 1995 a frappé à seulement 20 km de là. Le Kansai a survécu avec des dégâts mineurs, ses joints coulissants absorbant l'énergie sismique. L'aéroport a prouvé qu'il pouvait résister au tremblement de terre. Ce qu'il ne pouvait pas supporter, c'était l'eau venue d'en haut. Le 4 septembre 2018, précisément 24 ans après le jour de l'inauguration, le typhon Jebi touche à terre dans la région du Kansai. La marée de tempête submergea les digues du Kansai et inonda les pistes. Mais la véritable catastrophe se produisit sous terre. En vertu d'une décision de conception qui paraît aujourd'hui presque incompréhensible, l'infrastructure électrique critique de l'aéroport, ses centrales d'alimentation et son centre de gestion des catastrophes avaient été placés au sous-sol. Lorsque l'eau de mer s'engouffra, ces systèmes furent noyés. L'aéroport fut plongé dans le noir. Simultanément, un navire-citerne, arraché à ses amarres par la tempête, percuta le Skygate Bridge, l'unique liaison routière et ferroviaire entre l'île et le continent. Le pont fut sectionné. L'aéroport international du Kansai devint exactement ce que sa géographie avait toujours menacé qu'il puisse devenir, une île isolée. Environ 3000 passagers furent piégés pour la nuit, avec jusqu'à 8000 passagers et membres du personnel bloqués au total. Les supérettes de proximité furent vidées. La climatisation tomba en panne. Dans la chaleur étouffante d'un terminal privé d'électricité, les voyageurs attendirent sans information, sans moyens de transport et sans calendrier clair pour les secours. Les conséquences furent politiquement dévastatrices. Le typhon Jebi n'exposa pas seulement les vulnérabilités physiques de l'aéroport. Il mit à nu l'absurdité fondamentale de placer des infrastructures critiques sous le niveau de la mer sur une île qui s'enfonçait de manière mesurable vers le niveau de la mer. Le centre de gestion des catastrophes, la seule installation qui devait fonctionner pendant une crise, fut la première chose que ce typhon détruisit. Alors pourquoi, sachant tout cela, le Japon a-t-il construit une deuxième île ? La réponse suit un schéma bien connu de logique institutionnelle. En 2007, Kansai a ouvert la phase 2, une deuxième île artificielle dotée d'une deuxième piste et d'un terminal pour compagnies aériennes à bas coût. La justification était la capacité. La piste unique d'origine ne pouvait pas absorber la croissance prévue de la demande. Mais la deuxième île a été construite sur le même fond marin de la baie d'Osaka, les mêmes argiles alluviales et diluviales qui avaient déjà mis en échec toutes les prévisions concernant la première île. Et comme on pouvait s'y attendre, l'île 2 s'enfonce plus rapidement. En 2024, le tassement de l'île 2 a atteint jusqu'à 17,47 mètres par rapport au niveau de référence de la construction et elle continue de s'enfoncer de 21 cm par an, soit plus de 3 fois le rythme de l'île 1, désormais relativement stabilisée. La conception initiale prévoyait que l'aéroport se stabilise à 4 mètres au-dessus du niveau de la mer en l'espace de 50 ans. Certaines parties de l'île 1 ont atteint ce seuil en seulement 6 ans. Sans intervention continue, les projections indiquent que certaines parties de l'aéroport pourraient atteindre le niveau de la mer d'ici 2056. Malgré tout, l'aéroport international du Kansai est rentable. Pour l'exercice fiscal se terminant en mars 2025, Kansai Airport a déclaré un chiffre d'affaires opérationnel de 245,4 milliards de yens, soit environ 1,6 milliard de dollars, une augmentation de 31% en glissement annuel. Le bénéfice net a atteint 36,8 milliards de yens, soit environ 236 millions de dollars, en hausse de 138% en glissement annuel. L'aéroport est la principale porte d'entrée internationale vers la zone économique du Keihanshin, englobant Osaka, Kyoto et Kobe, une région abritant des géants industriels comme Panasonic et des attractions touristiques majeures comme Nintendo World et les complexes de temples de Kyoto.
En 2016, un consortium mené par Vinci Airports de France et Orix du Japon a repris l'exploitation dans le cadre d'une concession de 44 ans. Il verse chaque année au gouvernement japonais une redevance pour le droit d'exploiter l'aéroport, tandis que le gouvernement conserve la propriété du terrain et, surtout, la responsabilité des infrastructures en train de s'enfoncer en dessous. Et ce risque n'est pas bon marché. Plus de 150 millions de dollars ont été dépensés spécifiquement pour rehausser les digues et renforcer les infrastructures suite au typhon Jebi. Les systèmes électriques ont été déplacés du sous-sol vers des étages surélevés. Le coût total de l'aéroport, qui inclut la construction et les travaux de remédiation en cours, a été estimé à 20 milliards de dollars ou plus, certaines analyses allant jusqu'à 40 milliards de dollars si on tient compte de l'inflation et de l'entretien continu. Pourtant, le Japon continue d'investir. Une rénovation du Terminal 1, menée par le cabinet d'architecture Populous, a été déployée par phase. Les zones domestiques ont ouvert en octobre 2022, les zones internationales en décembre 2023 et l'inauguration officielle a eu lieu en mars 2025, juste à temps pour l'Expo 2025 à Osaka. Le projet a coûté environ 70 milliards de yens, soit environ 477 millions de dollars, et a agrandi le salon de départ international ainsi que les espaces commerciaux de 60%, tout en installant un système centralisé de contrôle de sécurité capable de traiter 4500 à 6000 passagers par heure. L'extension à 18 milliards de dollars de l'aéroport de Hong Kong, construite sur sa propre île artificielle, a suscité une fascination mondiale en tant que méga-projet repoussant les limites de l'ingénierie. Le Kansai, c'est la même histoire, mais avec un problème plus viscéral, plus visuel. Hong Kong construit vers l'extérieur. Le Kansai s'enfonce vers le bas. L'aéroport international du Kansai ne sombrera presque certainement pas sous les flots d'ici 2056. Les ingénieurs rehausseront les digues, ajusteront les colonnes et referont le revêtement des pistes. L'aéroport accueillera les visiteurs de l'Expo 2025, traitera 40 millions de passagers par an et continuera de générer des centaines de millions de bénéfices. Mais sous tout cela, l'argile diluviale continuera de se comprimer. Les 2,2 millions de grains de sable, enfoncés dans le fond marin il y a près de 4 décennies, ne peuvent atteindre les couches plus profondes où la véritable compression se produit. Aucune technologie n'existe actuellement pour l'arrêter. Le mieux que le Japon puisse faire, c'est continuer à mesurer, continuer à ajuster et continuer à dépenser. C'est un monument à l'ambition humaine et à l'obstination humaine à parts égales. Un pari de 20 milliards de dollars placé sur un sol instable, puis doublé avec une deuxième île, puis rénové pour une exposition universelle, puis agrandi pour un avenir qui exige que le sol coopère avec l'ingénierie plutôt qu'avec la géologie. Le sol n'a pas encore coopéré. Il n'y a aucune raison particulière de croire qu'il commencera. La réponse du Japon, fidèle à lui-même, n'est pas d'abandonner le combat, mais simplement de le surpasser en dépenses, année après année, vérin après vérin, cale après cale, dans une course perpétuelle pour maintenir un aéroport au-dessus de l'eau qui l'attire vers le fond depuis le jour où il a été construit. Maintenant, avant de partir, l'algorithme YouTube pense que vous allez aimer cette vidéo ensuite. Alors pourquoi ne pas aller la voir ?